Radio de la bière et du foot sur Eau2 Radio. Et oui, ça n'est pas le talk web girondin, c'est le talk radio bière foot. Bienvenue avec ce soir autour du micro. Ils sont là. Manu qui est présent. Salut Manu. Bonsoir à tous. Ne me demandez pas si je sais twerker. La réponse est non. Tu sais pas twerker, Manu? Non, je sais pas. Donc Martin Solveig, désolé, je vais te décevoir, mais non. Florian qui est là. Salut Florian. Salut Nico, salut à tous. Juste avant de démarrer, moi j'étais très content hier de voir que le football était un peu sauvé via le Ballon d'Or de Luka Modric. On le raille, surtout en France, mais je pense que c'est très bien pour le football et pour les Xavi, Iniesta et compagnie. Ça t'a fait plaisir? Ah oui, complètement. Moi qui adore ce type de joueur-là, de créateur comme ça, le voir récompensé, pour moi c'est totalement logique. Tout le monde voulait voir Varane et compagnie, mais je pense que honnêtement c'est largement mérité de la part du Croate. C'est mieux que Navarro, hein. Oui, ça c'était la fraude absolue. Ça aurait dû être Gigi Buffon qui devait le gagner cette année-là. C'était pas Iniesta cette année-là? Non, c'est Cannavaro qui est le. Qui aurait dû le gagner. Ah, qui aurait dû le gagner. Ouais. Non, soit Gigi Buffon ou sinon Zidane, mais bon, il y a eu un coup de tête un peu. Et il est là, c'est alias le sosie de Joe Dagrossa, Jonathan. Salut Jonathan. Hello everybody, I'm Joe and I love les Girondins de Bordeaux. Yeah. C'est vrai qu'il y a un petit air. Toujours. Bienvenue. Alors, on va regarder le programme ensemble de cette émission. On va parler pendant 1h30 des Girondins. Première partie, débrief Bordeaux-Slavia et Bordeaux-PSG. On ne débriefera pas une défaite ce soir. On débriefera une victoire et un match nul des Girondins de Bordeaux. On parlera de Ricardo avec Samuel Vasselin qui va nous rejoindre du Club des 5. On saluera ou pas peut-être, on va voir ce qu'il va nous dire, l'attitude de Ricardo. Est-ce que ses choix ont payé? Pour moi qui ai vu justement le Club des 5 de dimanche après le match, je pense qu'en globalité, tous les chroniqueurs du Club des 5 étaient assez satisfaits de la tactique et justement le fait de faire jouer des attaquants pour tenter d'égaliser. Donc je pense qu'il était plutôt satisfait, je crois. Exactement. Et on parlera de Caramo, son match XXL. On aura un petit son d'Éric Bédoué qui a été pris en conférence de presse, Florian, où tu étais. Oui. On vous le fera écouter, où il parle de Yann Caramo. On parlera de l'Europa League. Est-ce qu'il faut encore y croire? Bon, on est toujours en vie, hein, messieurs. C'est toi, Manu, qui croyais la semaine dernière encore? Oui. Maintenant, oui, encore plus, mais on verra bien pour la suite. Mais rien n'est fait tant qu'on n'a pas encore joué le dernier match. D'accord. Et on parlera du match nul face à Paris. Est-ce que c'est encourageant? Parce que bon, finalement, il ne nous fait pas avancer plus que ça, ce match nul. On s'est gargarisé de la belle prestation de cette fin de série. On en parlera. Deuxième partie, 21h30, 22h. On parlera de l'envie des Girondins, feu de paille ou un vrai démarrage de la saison. Tu nous diras ce que tu en penses, Manu. Psychologue du sport, on en parlera. Les Girondins ont un psy depuis quelques mois qui les aide dans leur préparation mentale. De nombreux joueurs vont le voir, c'est sur demande. On verra si on assiste aux premiers effets. On parlera mercato aussi avec une information sur les deux postes qui sont... c'est une information qu'on vous donne, qui sont privilégiés par les Girondins de Bordeaux. Donc on en parlera dans la deuxième partie. Et troisième partie, on fera l'avant-match du match Bordeaux-Saint-Étienne et de Angers-Bordeaux, puisque Bordeaux-Saint-Étienne, c'est demain soir, donc mercredi soir à 19h. Et on accueillera Élise également aux alentours de 21h40. Voilà. Donc beaucoup de choses avec les pronostics. Et qui c'est qui avait vu juste dans les pronostics? C'était toi, Jonathan? Sur Prague, oui. Oui. J'avais même annoncé le but de Depréville. Ça a été filmé de toute façon, donc on peut pas remettre en doute ma parole. Et après, contre Paris, j'avais au départ annoncé victoire. On n'est pas passé si loin que ça quand même. Ouais. Allez, on commence ce débrief. Messieurs, je vous donne la parole. Qu'est-ce que vous retenez de cette semaine? Je commence par toi, Jonathan. De cette semaine des Girondins, qu'est-ce que tu retiens? Voilà. Qu'est-ce que tu as envie de retenir après ces deux matchs? Déjà, on a marqué 4 buts en 2 matchs. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas marqué, il me semble, ou on marquait un petit but par-ci par-là. Donc déjà 4 buts sur 2 matchs, c'est plutôt pas mal. En sachant qu'on a quand même joué le PSG qui avait gagné tous ses matchs depuis le début de la saison, donc on les a accrochés, donc on ne peut pas
quand même remettre en cause la performance qu'on vient de faire dimanche, même si Paris n'a pas non plus joué son meilleur football, il faut être aussi assez clair à ce niveau-là. Et puis Prague, on a vu une équipe, comme on avait dit, une équipe. Il a fait un petit turnover sympa, il a relancé certains joueurs qu'on ne voyait pas trop. Je suis quand même content pour Depréville qui nous a planté ce joli petit but qui est quand même en plus pas dégueulasse. La petite reprise qui va dans le petit filet parfaite. C'est pareil, on a eu un petit peu de chance sur ce match. On n'est pas passé loin quand même de l'égalisation pendant un petit moment. Et puis à la fin, on marque ce but un peu. La fin du match, c'était un match de Coupe d'Europe où les deux équipes étaient coupées en deux, où ça attaquait des deux côtés. C'était un vrai match de Coupe d'Europe et ça m'a fait vibrer un petit peu. Donc ça faisait un petit moment que j'avais pas vibré. Donc moi, j'étais content quand même de la semaine et surtout de ce match contre Prague en tout cas. C'était un match. On a explosé de plaisir, non, Manu? T'as explosé de plaisir, si je puis m'exprimer ainsi. Non, mais après le but de Koundé. C'était un match enthousiasmant. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu Bordeaux avec autant d'envie. Et puis on mène 1-0. On se dit tous, un drôle de moment, mais il fallait gagner 2-0. Alors finalement, il fallait gagner 15-0. Enfin bref. Et Bordeaux s'est déchiré pour aller mettre le deuxième but. Et sur le deuxième but, on a tous explosé. On était tous heureux et surtout satisfaits. Vraiment satisfaits de voir Bordeaux y croire. Ça faisait un moment qu'on ne voyait plus Bordeaux y croire à son potentiel, à son jeu. Et là, Bordeaux a, entre guillemets, rassuré, a fait du bien au moral, et c'est ce que je veux voir souvent. On l'a vu un peu contre Paris, même si vous dites, c'était pas le grand Paris, je suis d'accord. Beaucoup de journalistes ont dit oui, mais Paris avait un combat difficile mardi. Nous, c'était jeudi. Oui. Donc voilà. Et puis tout simplement, Bordeaux a mis les ingrédients pour faire chier Paris, quoi. On les a bousculés, on leur a pas laissé le ballon très souvent. Quand on sentait le danger venir, on n'a pas hésité à leur rentrer dedans, on a été regroupés en défense. Quand je vois Plaisir qui m'a attaqué à Neymar, j'étais sur mon siège, mais qu'est-ce qui se passe? Donc non, c'était agréable. Maintenant, il faut confirmer demain et pour la suite. Mais c'est bien pour le dernier match, c'est agréable de se dire, on n'est pas encore éliminé, on peut encore y croire. Ça, c'est vraiment super. Oui, d'autant qu'en plus, là, on va avoir... ça va être compliqué, je pense, quand même si de se qualifier, parce que le Zénith... Oui, mais on a encore un espoir. On était à 4 matchs avec 0 victoire. Vous savez, mais on va pas partir avec 0 victoire en étant ridicule. Non, bien sûr. Après, et là, on a encore une finale, entre guillemets. Sur quelque chose, c'est que tu parlais du score et qu'il fallait pas gagner 2-0. Nous, justement, on a vu ça après avec les journalistes après le match, en analysant un peu tout, que ce soit le goal à virage et compagnie. Et s'il fallait gagner au moins 2-0 pour te faciliter les choses. Et deuxièmement, il fallait en tout cas ne pas perdre 2-1 parce que là, c'était l'élimination bien comme il faut. Donc voilà. Après, concernant le match du PSG, c'est vrai que moi j'ai senti quand même que le Paris Saint-Germain jouait quand même dans un fauteuil un peu. En tribune, ça se voyait qui donnait pas non plus, on va dire, 120% comme on a vu mercredi contre Liverpool. Donc, mais comme ils font d'habitude en Ligue 1. Hein. Ouais, comme ils font d'habitude en Ligue 1. Mais là c'est vrai que Bordeaux aussi a montré vraiment quelque chose de très sérieux. Déjà, moi je trouve, sur le schéma tactique, Eric Bédou en a parlé en conf là hier, en parlant des lignes resserrées, etc. Et vraiment les bloquer au maximum. Et même si c'était pas le grand Paris, t'avais quand même sur le terrain Neymar, Mbappé et tant d'autres. Donc voilà. Après, on a de la chance que ce soit pas le gardien numéro 1 entre guillemets qui joue, parce que sinon le deuxième but, je suis pas sûr que tu le vois. Il te reste un peu sur le coin de la bouche. Excuse-moi. C'est le fait de le voir en vrai là, à 2 cm, ça fait que d'émotion. De voir Buffon, c'est ça. Le gardien numéro 1. T'as pu lui parler quand il est passé en zone presse, en zone mixte? Il est parti très très vite et on lui a demandé 2-3 mots et il fait demain si vous voulez. Ouais, sauf que demain il était déjà, c'est-à-dire hier il était déjà parti, il était mais bon voilà, tant pis. Tu vas en parler? C'est pas facile les râteaux, tu vas en parler? Oui, je lui aurais parlé, oui, mais après... Manu, t'es expert moi j'ai eu ou quoi? Marquisio cette année, donc je vais pas faire non plus... Manu, t'es expert en râteau ou quoi? De quoi? Tu es expert en râteau? non, pas du tout, mais... On parle de foot là, le dribble là, tu sais. Le râteau. Oui, là, de Ronaldinho et tout, les râteaux. Très très bon à ce niveau-là, la virgule. Allez, on accueille Samuel qui est avec nous. Salut Samuel.
bonsoir à tous. Samuel du Club des 5, bonsoir, bienvenue. Il l'aurait pris quand même, Flo, Buffon. Tu sais, il a plus la détente d'il y a 10 ans. Il a plus... Et alors vas-y, répète, je crois qu'il t'a pas entendu. Même si c'était Buffon, il l'aurait pris quand même, la tête de Je suis pas sûr. Lui, il a la main ferme, hein, c'est pas un gardien français. La détente, il a 39 ans, la détente, il serait même pas allé la chercher. Bon, Samuel, avant l'émission, tu m'as dit que tu voulais saluer le travail de Ricardo sur cette belle semaine, puisque c'est vrai qu'on l'avait critiqué fortement, et toi le premier. Hein. Qu'est-ce que tu as envie de nous dire après ces 2 matchs? Qu'il y a que de la justice. On insulte personne d'ailleurs, mais on critique pas les gens gratuitement et on les descend pas gratuitement. Moi, je fais pas partie des journalistes qui ont un intérêt quelconque aujourd'hui. Je suis ami avec personne dans les staffs, donc je regarde, j'observe et après je décrypte ce qu'on a vu contre Dijon, ce qu'on a vu contre Caen. C'était un néant footballistique, aucune tentative de faire du jeu, contrairement à ce qu'il avait dit dans ses interviews. Alors que là, contre Prague, en fait moi je l'analyse un petit peu d'une manière assez particulière, c'est que je pense que contre Prague il s'est dit de toute façon mort pour mort, autant tenter des choses et on aura peut-être une belle surprise. C'est ce qu'il a eu, il a tenté des choses, il a vu un football offensif, un 4-4-2 qui se mettait en place sur les phases défensives et qui permettait dès qu'on récupérait le ballon d'aller beaucoup plus vite vers l'avant, d'être beaucoup plus dangereux et surtout d'avoir beaucoup plus de personnes dans la surface. C'est très important parce que souvent ce qui manque à Bordeaux, c'est un mec dans la surface. Ça, je parle surtout du match contre Prague. Il a vu que contre Prague ça a marché, que ça a libéré certains joueurs et que je pense le groupe a adhéré à la prestation collective contre Prague et il s'est dit on va le mettre en place contre Paris. De toute façon, je sais plus qui le disait il y a quelques instants, je crois que c'est Flo. C'est très compliqué de battre le Paris Saint-Germain en Ligue 1 parce qu'en fait le PSG qui joue à 100% est meilleur que toutes les équipes de Ligue 1 et le PSG comme dimanche qui joue à 60-80% est meilleur que toutes les équipes de Ligue 1 si en face elles ne sont pas à fond. Et Bordeaux a été à 100% dimanche, il y a eu un jeu très intéressant. Tactiquement ça a été très cohérent. Bordeaux a joué pas pour contrer le Paris Saint-Germain, la tactique a été faite pour contrer le Paris Saint-Germain. Mais moi je trouve que les idées de jeu elles sont pas des idées défensives où on était là juste pour contrer leur jeu et les prendre à la gorge. C'était un jeu où on a voulu nous poser le pied sur le ballon, nous dire voilà, on va proposer quelque chose, on va avoir des intentions offensives et on va construire des actions. Et au final, vous prenez les 2 buts bordelais, même s'il y a un exploit personnel de Carano sur le premier, les buts bordelais viennent d'actions bien construites. Où à la fin, Poulger, il réussit un centre sur 50, mais pourquoi aussi, on peut toujours l'accabler Poulger, mais quand il y a un mec dans la surface comme Cornelius pour exceptionner sa tête, c'est très intéressant. Quand Sankaré en fait jouer 10 et qu'il joue vraiment dans la surface, qu'il joue comme deuxième attaquant et que Briand du coup est accompagné, Briand devient dangereux. Donc tout ça en fait c'est de la cohérence et il faut saluer la vraie cohérence de Ricardo sur ces matchs-là. C'est très facile pour nous en tant qu'observateurs de juger, mais on dit pas que des conneries des fois. Nous tous les matchs on les regarde, on a un angle un peu plus large et on voit aussi ce qui marche pas. Et quand on voit ce qu'on aimerait voir avec les Girondins, on peut que saluer le travail et être surtout très content derrière. Ça faisait longtemps que je m'étais pas réveillé un lundi matin en me disant j'ai passé un bon week-end de foot quand même. Ouais, un bon jeudi et un bon dimanche. Une belle semaine de foot. Ouais. Et c'est vrai que le but de Koundé dans les arrêts de jeu, Flo, toi t'étais au stade? C'était magnifique. Honnêtement, moi j'étais avec un confrère de TV7 et c'est rare qu'on bondisse depuis la tribune presse, mais je dois avouer que sur le deuxième but, on a tous les deux sauté tellement on était contents déjà. On t'a vu courir derrière Koundé pendant 500 mètres, hein, Flo. Ouais, voilà, j'aurais pu, ça fait un peu haut quand même. Mais non, mais au-delà de ça, moi ce que j'ai adoré d'ailleurs sur le deuxième but de Bordeaux, c'est je t'en parlais en off de temps en temps, Nico, mais c'est vrai que moi je trouve que Sabali, le dépassement de fonction qu'il a fait sur le deuxième but face au Slavia, il était latéral gauche et
il y croit, il y va, et puis après, bon, Koundé est là, il tente, et ça rentre c'est fantastique. Donc, et puis Sabaly fait un match plein parce que quelques minutes auparavant, je crois 15 minutes, peut-être 15-20 minutes avant, il sauve un ballon sur la ligne aussi. Donc il était, on va dire que c'était l'homme de tous les instants face au Slavia parce qu'il n'est pas sur décisif. Il te sauve le 1 partout parce que là, sinon là tu peux t'écrouler. Et voilà, donc non, c'était franchement, on a vécu 2 bonnes soirées. Alors une soirée à 6000 spectateurs et une autre à 40 000 quoi. Ça fait une moyenne. Ça fait une belle moyenne. Moi j'ai pris des photos de l'avant et de l'après, c'est fantastique. Un stade complètement vide et complètement rempli. On voit là. Ah mais ça change la soirée. Franchement, c'est aussi un des enseignements de dimanche. Je pense que jouer à Bordeaux, c'est un prestige pour les joueurs. Surtout les joueurs français ou francophones, parce que Bordeaux est un grand club, mais ce prestige, ils ne le voient pas souvent. Ils arrivent dans un stade, on dirait Louis II. Là, dimanche, quand ils sont rentrés, les mecs, ils se sont dit, ok, on joue au Girondins de Bordeaux. On joue pas dans un club de Clampin où il y a 8000 supporters qui viennent nous voir. 8000 personnes qui sont indispensables à la vie de ce club. Là, ils se sont dit, au moins, il y a des gens qui nous supportent, il y a un stade entier, il y a ce poumon, donc c'est 8000 ultras qui sont toujours là, qui vont nous porter, et en plus de ça, derrière, il y a tout le corps qu'il faut. D'habitude, c'est vrai que quand ils rentrent les mecs le jeudi et qu'il y a 6000 personnes sur la pelouse, c'est pas facile de les bouger. Hein. Il y a un joueur qui a été très très bon et qui est sorti du lot face au PSG, c'est Karamo. Je vous propose, en conférence de presse, il y a Eric Bédoué qui a évoqué Karamo, je vous propose de l'écouter. Et donc Yann, il a des qualités de dribble, incroyables. Et puis là, il est en train de travailler ça, il est en train de travailler les contre-efforts, les choses comme ça. Il est en grosse progression et c'est intéressant. Voilà. Donc c'est court, c'est bref, mais ça. Technique. Et c'est concis. Vous avez vu les gars un peu. On est américain maintenant. Attends. Oui. Donc juste avant, en fait, il parlait justement. Alors juste pour parce que moi, c'est justement, j'ai isolé ce passage-là. Juste avant, il parle pour un peu comparer par rapport à ses efforts contre efforts. Il parle justement d'Edinson Cavani, qui est peut-être l'exemple le plus concret en Ligue 1, qui du fait même malgré de sa position, même si on le voit un peu moins là cette année, il a des efforts défensifs assez remarquables. Donc voilà, Eric Bédoué a voulu comparer un petit peu, toute proportion gardée évidemment, mais le travail défensif de Cavani et ce qu'a pu faire justement Yann Karamo dimanche soir pardon. Et moi je voudrais revenir aussi sur la prestation aussi. Il est sorti après parce qu'il avait pris un carton jaune et qu'on ne voulait pas risquer de prendre un rouge. C'est Sergi Palencia qui a fait quand même un sacré match aussi, surtout en première mi-temps. Il est venu. On va en parler après de Palencia, parce que c'est vrai qu'il a fait un top match quoi. Ah oui, mais sur Karamo d'abord, sur Karamo on se fait un tour. Manu, est-ce qu'il a éclaboussé? Il a joué en numéro 10 quasiment ce match. Oui, là il faut essayer. On voit que c'est le joueur le plus fin techniquement, qui a une vision de jeu supérieure à toute l'équipe des Girondins, qui est déterminé, qui se bat pour l'équipe, je parle pour le maillot parce qu'il ne le connaît pas assez, qui a une intelligence de jeu super intéressante. Oui, c'est le numéro 10 et c'est le leader d'attaque des Girondins. Il était partout face à Paris. Après, moi, de ce que j'ai vu, c'est surtout que le danger venait surtout de son côté, avec justement Sergi Palencia, où ça combinait bien. Ce que j'aime bien, c'est ce mec-là, c'est qu'il a, en plus, tu vois qu'il a le smile et qu'il prend du plaisir à jouer, tout simplement. Moi, c'est ce que j'aime bien, c'est qu'il tente des choses, tu vois. C'est pas toujours parfait, c'est pas toujours beau à voir, mais au moins c'est tenté, il se passe des choses chez lui, on le voit clairement. C'est ça que j'aime bien vraiment, et on le voit aussi parce que il est sorti sur un gros tacle de Verratti, tu vois que le mec il y va pour lui faire mal parce qu'il fait un gros tacle à pied sur la cheville. L'arbitre, un jaune, je trouve que c'était très gentil d'ailleurs justement sur l'action, parce que tu vois qu'il prend que la jambe limite et qu'il appuie bien sur la cheville. Tu vois qu'il est rentré limite pour ça, Verratti, et ça montre bien que je pense le PSG le craignait un peu à ce moment-là quand même. Samuel, Karamo, vous l'avez débriefé comment ce match face à Paris? C'est vrai que c'est le joueur qui ressortait le plus, de toute façon c'est l'homme du match. Hein. Moi, Flo parlait de Palencia, c'est vrai que c'était intéressant de voir que Karamo faisait un gros match, parce que Palencia a beaucoup attaqué sur son couloir et donc laissé plus de liberté à Karamo. Karamo, ça lui a permis de jouer sur son côté, de rentrer effectivement aussi beaucoup dans l'axe, donc avoir un peu ce rôle de 10. Moi, je pense que de toute façon, si Bordeaux passe vraiment en 4-2-3-1, va falloir tester cette option Karamo en 10. C'est un joueur vraiment qui
déjà techniquement est très bon. Pour lui, c'était un peu dur de venir à Bordeaux parce qu'il voulait s'imposer à l'Inter, mais il a un très très bon caractère, je trouve, même si je le connais pas, donc je connais pas vraiment son caractère au quotidien, mais je trouve que sur le terrain, il a le comportement qu'il faut. Et voilà, c'est un joueur techniquement qui est très doué, et puis surtout, et ça c'est très important, c'est un joueur intelligent. Qui chaque action, on a tendance des fois à avoir un peu sur les ailes en France des joueurs un peu tout droit, des joueurs qui réfléchissent pas lors du dernier ou de l'avant-dernier geste. Lui, tout est maîtrisé, donc franchement c'est la seule chose que je peux vous dire, c'est qu'est-ce que ça fait chier qu'il soit prêté qu'un an, parce que franchement c'est un joueur qui a un très très bel avenir, je pense. Est-ce qu'il y a moyen, Flo, toi qui suis les transferts de prêt, qui puisse rester? Moi honnêtement, pour ce que je vois déjà du côté de l'Inter cette saison, même si bon là Keita Baldé avait fait un bon match, un très bon match juste après la trêve, pardon. Je vois mal l'Inter le lâcher, tout simplement pour la bonne et simple raison que déjà au préalable Spalletti déjà l'année dernière adorait le joueur, essayait de le. Ça dépendra de Spalletti, Flo, surtout. Si Spalletti saute en fin de saison, il y a une chance. Oui, il y a une chance. Après, tout dépend de ce qu'ils vont faire après derrière. Mais c'est vrai que si Perisic reste, si tu as Paulitano qui fait quand même ses matchs, et derrière en plus si t'as Keita Baldé, et si ça recrute aussi. Si ça recrute aussi, c'est compliqué. Bon, moi après. Pourquoi pas, mais quand on lit un peu ses propos, il y a quelques semaines, il y a 10 jours, je crois, à Sud-Ouest, on a l'impression qu'il est là un peu d'inachevé et qu'il veut peut-être faire quelque chose. Moi, je pense très sincèrement que ça peut être effectivement une bonne idée pour les Américains, pour nos nouveaux investisseurs. Parce que si tu fais une bonne proposition à l'Inter, je pense pas qu'ils vont le garder parce qu'ils vont sans doute essayer de recruter quelque chose d'autre, très concrètement. Il y a un jeune à fort potentiel, certes, qui a fait une saison un peu mitigée là-bas. Comme tu dis, il a un petit peu un goût amer, effectivement. Mais s'il performe à Bordeaux, qu'il voit qu'il y a un potentiel de faire quelque chose d'intéressant, je pense qu'il ne serait pas contre l'idée de rester, surtout si les Américains mettent le chéquier pour ça. Par contre, les Américains, ce sera un vrai chéquier, parce que Caramo, je pense qu'aujourd'hui, l'Inter, je crois que c'est 20 millions qui sont en train de l'acheter à Caen. Donc, je pense que on en a pour 30 pommes. Je pense pas que les Américains ils les mettront. Ah oui, parce qu'en plus déjà le transfert n'a pas été encore validé, donc après voir s'ils le font un peu comme l'avait fait la Juve l'année dernière avec Douglas Costa un peu vers la fin de saison et décident de le racheter. Mais de ce qui se dit du moins en Italie, et notamment il y avait la Gazzetta qui avait fait un article pendant la trêve sur tous les joueurs qui étaient prêtés par l'Inter. Après, c'est des suppositions, mais ils estiment que Caramo, l'Inter voudrait le garder pour le revendre peut-être plus cher après. Donc, et apparemment, il y a déjà des clubs de Première Ligue et autres qui sont intéressés par Yann Caramo. Bien sûr. Et notamment, il y avait quand même des clubs anglais qui étaient en observation sur le match du PSG, de Bordeaux-PSG. Mais bon, il y a aussi certains joueurs du PSG qui étaient dans le viseur. Il y avait notamment Newcastle qui était là. Donc voilà, après on verra. Moi, je pense qu'on ne pourra pas le garder. Celui qu'on pourra peut-être garder sur les prêtés, pour moi, ça va être à la limite Cornelius, parce que tu as une option d'achat de 5 millions d'euros, à voir si tu la lèves ou pas à la fin de la saison. Je suis prêt à participer pour garder Cornelius. Qui tient à participer. Bon, on va en parler, mais juste avant, on va parler de Palencia. Tu voulais en parler, notamment son entente avec Caramo. Ça, c'est un prix réussi aussi, comme Caramo. Voilà, moi, ce qui me dérange un petit peu, et je trouve ça dommage, c'est que de temps en temps, il a du mal avec les centres. Même si de temps en temps il n'a pas de... Par exemple, il a tenté un centre, mais il n'y avait personne dans la surface de réparation du Paris Saint-Germain. Mais honnêtement, moi j'adore ce joueur parce que déjà son côté grinta, je vais chercher les ballons. Je suis un latéral aussi assez offensif. Bon, ça on a l'habitude du côté des latéraux espagnols. Mais honnêtement, moi j'adore. Il va de temps en temps quand on est un peu dans le dur, il n'hésite pas à haranguer les supporters, à demander mettez un peu plus de voix, etc. C'est un type de... Moi, c'est le type de latéral que j'adore. Donc voilà. Après, évidemment, il a encore des progrès à faire,
notamment sur les centres. Mais franchement, moi je trouve que c'est un bon joueur. Et je trouve que sur l'aspect tactique aussi, juste pour revenir là-dessus, que Ricardo a très bien fait de le changer parce qu'il était à 2 doigts là. Par contre, pour le coup, il était vraiment à 2 doigts de prendre le rouge. Et c'est très bien jugé d'avoir recalé Sabali à droite et d'avoir mis Maxime Pounget à gauche. La preuve en est que le deuxième but, tu le dois aussi à Maxime Pounget. Incroyable. Changement payant. Moi, quand il a fait le changement, j'ai dit mais qu'est-ce qu'il fait? Et il s'avère payant puisqu'il c'était très bien joué. C'est par rapport au carton déjà. De toute façon, c'était à la base, c'est par rapport au carton. Il fait rien que ça, c'est logique. Après Palencia, je pense qu'effectivement au niveau des centres parfois c'est difficile, mais parce que les latéraux à Bordeaux partent de très loin. Et quand ils arrivent pour centrer, au niveau du jus, tu sens que parfois c'est un peu limite. Voilà. Bien sûr. Et puis il n'y a pas grand monde dans la surface. Intéressant parce que voilà, c'est le joueur espagnol qui a la grinta, comme tu dis, qui harangue les supporters, ça on aime bien nous ça en France. C'est un joueur qui ménage pas ses efforts et voilà, après les jeunes, c'est sa première saison pro. Dans un vrai club, pas la Masia. Ouais. Donc, non, c'est très très intéressant. Et je sais pas si on pourra le garder, mais si on peut le garder, ce serait vraiment un coup très très chouette pour les Girondins de Bordeaux. Et puis, si on vend Sabali. Je pense qu'il y a moyen. Je pense qu'il y a moyen justement. Par contre, pour le coup, parce que le Barça n'a pas l'air véritablement, elle n'a pas forcément l'envie de le garder non plus. Du fait que Palencia voulait rester à Bordeaux. Bon, ça c'est. Samuel. Ah oui, alors ça je peux vous dire que. Samuel. Ça, je peux vous dire que pour le coup, Palencia est très heureux à Bordeaux et le Barça n'a pas grand-chose à faire. Alors c'est pas méchant, mais Palencia c'est un joueur qui est pas fini en fait. Ça se voit un petit peu dans tout, déjà dans le fait que malgré que ce soit un poste où il y a un petit manque de réservoir au Barça, le poste les postes de latéraux notamment à droite et à gauche. En défense, il n'y a pas beaucoup de monde, mais lui, il n'a jamais réussi à être une option crédible pour l'équipe 1. Il a joué avec la B. C'est un joueur qui a un très très gros caractère de gagnant. Donc, il était capitaine notamment de la Masia, enfin de l'équipe B du Barça, de la Segunda. Et voilà, c'est un joueur qui dans l'envie, dans le mental, est toujours présent sur les matchs. Après, c'est techniquement, tactiquement, il est pas fini. Il lui manque encore certaines choses. Moi, je pense que on est en train de le faire progresser. Il est en train de faire progresser le Bordeaux de Ricardo aussi. Donc je pense que le mariage est parfait entre les deux. Et que lui, je pense que en plus c'est 2,5 millions, je crois, l'option d'achat. Non, il n'y a pas d'option. Non. Alors il y a une clause à plus de 20 millions, comme ils mettent les clubs espagnols sur Palencia. Ouais, alors oui, non, mais moi je me rappelle justement lors de sa présentation. Lors de sa présentation, il y a Stéphane Martin, il y avait des journalistes qui lui avaient posé la question sur le fait est-ce qu'il y avait une option. De ses propos, le Barça ne voulait pas mettre d'option, mais il y avait possibilité, selon ses dires, de le Barça ne garder. veut pas mettre d'option parce que si jamais il pète cette année tout à Bordeaux, ce qui aurait pu être le cas, il aurait pu être le meilleur latéral de la saison. Dans ce cas, tu le récupères l'été prochain, la clause elle a 20 millions, allo à Everton. En plus là-bas c'est la décharge du FC Barcelone, donc allo Everton, on a un latéral à vous refourguer, 20 millions d'euros. S'il fait une saison comme il est en train de faire, c'est-à-dire où il crève pas l'écran mais il est très intéressant, je pense que le Barça sera apte à négocier, à 2-3 millions il part et là ça peut devenir très intéressant parce que c'est un joueur qui s'inscrirait sur la durée, c'est un peu l'anti-Contento Palencia, c'est-à-dire que Contento c'est un joueur qui était fini, lui c'est juste un joueur pas fini, mais il y a encore des choses à faire, donc moi franchement je suis très intéressé par lui. Cette année il va progresser dans une concurrence saine à 3, Pounget, Sabali, Palencia, il y en a 2 sur 3 qui peuvent jouer aux 2 postes, donc c'est un peu comme Caramo, on est très content de l'avoir, sauf que lui on va peut-être l'avoir un peu plus, donc tant mieux. Et quelques réactions sur le hashtag WG Le Talk. On salue Drive et Dinosaure, et merci à Drive qui m'a signalé que le son saturait un peu et ça va beaucoup mieux là, il m'a dit, donc c'est impeccable. Drive qui nous dit concernant la faible affluence de jeudi à laquelle tu faisais allusion, Florian, il dit n'oublions pas l'horaire, ça n'aide vraiment pas. Alors moi je vais juste dire 3 mots. 3 mots, c'est simple. 3 3 à peu près. Je vais juste paraphraser quelqu'un qui est passé en conf, c'est juste une question de volonté. Voilà, moi je m'arrête là. Absolument. Et il y a Dinosaure qui nous dit Palencia est suspendu à Marseille, non? Oui. Oui. Et d'ailleurs, il n'y aura pas aussi Florian Thauvin qui sera suspendu, et notamment aussi comme pour Saint-Etienne demain, Wabi Kazri sera pas là, donc c'est bien que on joue contre 2 équipes. Kazri absent demain? Pardon? Oh, génial.
Ah, Kazri, j'avais pas vu qu'il était absent. Kazri est suspendu. D'accord. Bon. Comme quoi, Flo, je t'avais dit qu'il y aurait 4 points sur Paris et Saint-Etienne. Oui, t'es dans... Pour l'instant, pour moi, le plus dur, de toute manière, le match le plus important, comme je te l'avais dit, Sam, c'est vraiment ce match contre Saint-Etienne, parce que c'est, on va dire, c'est un concurrent à la Coupe d'Europe, donc il faut impérativement gagner. L'année dernière, on l'avait très bien fait, on avait gagné 3-0. Donc, l'an dernier, c'était le duel des morts vivants, et d'ailleurs, on avait enterré Saint-Etienne. Mais oui, ça va être intéressant. Mais voilà, mais c'est vrai que ces joueurs-là, par exemple, Palencia, c'est des matchs où on va avoir envie de les voir enchaîner. Et la belle performance contre Paris, si elle est faite demain, ça veut dire que le match contre Paris aura vraiment été vecteur de quelque chose. C'est ça, et puisqu'on parle de Saint-Etienne, mais on fera l'avant-match tout à l'heure, il y a 8 points qui séparent Saint-Etienne de Bordeaux, ça veut dire que s'ils viennent gagner au Matmut, ils nous mettent à 11 points et ça devient compliqué après pour revenir. Ce serait quasiment jouable, 11 points d'écart. Même si on gagne après 5 points d'écart, bon là tout est remis à 0 entre guillemets, mais 11 points, ça serait l'Europe qui s'éloigne de plus en plus à même pas la moitié du championnat. Donc il faut absolument gagner demain, sachant comment on sera physiquement, parce que 2 matchs jeudi, dimanche et mercredi pour le 3e match, j'ai un peu peur pour ça. Sans Calou et Plasil en plus. Enfin, sans Calou. Sans Calou, c'est pas une grosse perte. Et Plasil, ouais. Je vous dis clairement. C'est vrai un jour, il faudrait juste qu'ils savent lever ses ballons un peu sur les corners, ça peut être pratique pour lui. Et qu'il lève la tête aussi. Il est un peu énervé, Calou, en ce moment. Depuis que Caramo a pris un peu plus de place, on dirait que Calou commence un peu à être jaloux. Il a que 20 ans aussi. Enfin, on oublie que contre le Slavia Prague, si notre ami Cornelius, il a un sens du placement. Alors, je le critique pas. C'est pas une critique générale, c'est sur ce match-là, mais si Cornelius devant il fait son taf, Calou il lui fait 2 passes décisives. Si ça c'est sûr aussi. Voilà, je suis d'accord avec vous que c'est le moins bon des 3 quarts en ce moment, mais je pense que ce petit-là aussi, rien que dans sa rentrée contre Paris, il va être très 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 important cette saison, surtout janvier-février. Ouais. Et donc le point marquant aussi sur ces 2 matchs, avant de conclure sur les 2 matchs, c'est que nos latéraux sont enfin décisifs. Il y a Sabali qui fait une passe décisive face au Slavia et on a Punje qui fait une passe décisive face donc à Paris. Et c'est vrai que quand on regarde leurs stats, elles étaient un peu faméliques, les stats des deux là. Mais après, il y a ce deuxième but contre Dijon qui est pas validé. Mais le centre de notre Punje, ami Punje pour Sankaré est quand même pas mal aussi. En fait, globalement, on stigmatise un peu Punje cette saison sur sa qualité de centre, mais au préalable, moi je suis désolé, c'est pas là où est le problème. Voilà, moi c'est à la limite les centres. En fait, Punje, moi je l'appelais le FC Centre à un moment parce que même s'il était à 45 mètres du but, j'ai le souvenir d'un match, c'était sous Sagna, non pas sous Sagna, je sais plus sous qui c'était, au parc, et il fait un centre sur le match, il fait 3 centres à 45 mètres alors qu'il n'y a personne à la surface. Donc les centres, il en a tellement fait qu'il est pas mauvais dessus. Ce qui était embêtant avec Punje, et justement ça recolle bien au match de dimanche, c'est sur le jeu, les gestes justes, le sens du placement, aller chercher les 1-2. Là dimanche quand il rentre, vous prenez les 2 premières actions de Punje, il y a la passe décisive sur la deuxième, et la première je crois que la première c'est la combinaison avec Kamano il me semble sur le côté, et c'est la frappe de Caramo juste après qui passe à côté. Mais sur toutes ces actions là, Punje, il est juste, intelligent et décisif. S'il fait ça tous les matchs, mais pareil, à un moment donné, il y en a qui pensent que c'est les médias, c'est des enfoirés, des gens qui critiquent, ils savent rien faire, à part ça, etc. C'est juste, on a des yeux, on regarde, on voit. Punje, si tous les matchs, il est aussi juste que sur sa rentrée sur les 20 minutes contre Paris, personne ne lui reprochera rien cette saison. Il y a même des gens qui lui souhaiteront plus haut. Donc voilà, encore une fois, tout ne tient que c'est entre leurs mains d'être tous les week-ends, toutes les semaines qu'on salue leur performance, qu'on dit il y a eu des idées, etc. C'est entre les mains des coachs et des joueurs, et quand ils produisent ce qu'ils ont fait cette semaine, surtout qu'il y a quasiment 26 joueurs de l'effectif qui ont joué, quand ils proposent du jeu, quand le moins bon joueur contre Paris c'est Otavio, et c'est bien de dire ça. Otavio, c'est celui qui tire la baraque depuis 1 mois et demi, et là c'est le match où il fait le plus d'erreurs individuelles, et pourtant Bordeaux ramène un point contre la meilleure équipe du championnat, une des meilleures équipes d'Europe. Donc c'est encourageant, tous ces signaux-là, il faut
faut se dire que c'est quand même très 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 intéressant pour la suite. Et notamment, il y a une erreur, moi j'ai cru que j'allais devenir fou littéralement, c'est quand il est excentré sur en le première mi-temps. Ah oui, ouais, même le deuxième but, le deuxième but c'est Mike Otavio. Quel est le but de tergiverser, d'attendre et on voit qu'il va perdre la balle. D'avoir deux mecs devant lui et bien évidemment qu'il allait perdre le ballon. Donc voilà, Plazy il n'était pas non plus très loin de la. Il en a perdu une aussi. Plazy. Le premier but, c'est lui qui lâche Neymar aussi sur le premier but Otavio. Donc voilà, après il y a des moments, par contre, ça je trouve qu'on l'a pas assez souligné, la défense bordelaise quand elle était prise un peu à la gorge, Pablo essayait de couvrir pour deux, on a très bien vu qu'à des moments c'était mission impossible parce que Dani Alves était très très haut, il y avait Di Maria qui fonctionnait plutôt bien et d'ailleurs on a de la chance qui mettent pas non plus son but intérieur du pied parce que là, il y a quand même eu une barre et un poteau. Il y a quand même eu une barre et un poteau pour Paris pendant ce match. Oui, mais il y a un but qui est hors jeu aussi. Moi, je suis désolé, c'est facile de stigmatiser les deux pénaltys, mais pour moi, le premier but, il est complètement hors jeu. Il y a action de jeu de la part de Kylian Mbappé et Kylian Mbappé, si on regarde bien sur la VAR, est hors jeu. Et finalement, on dit que non. Donc finalement, ce VAR, on se pose toujours la question. À quoi elle sert et finalement les polémiques si touche le ballon il y a hors-jeu. Oui et puis on disait que finalement les polémiques il n'y en aurait plus avec l'arbitrage vidéo, mais il y en a toujours autant. Mais c'est parce que les arbitres sont nuls, Flo. Regarde le match de Bordeaux, c'est le meilleur exemple. Il accorde un but non valable et il refuse un penalty qui est flagrant. Donc voilà, les arbitres sont nuls. Ce qui est intéressant en revanche pour une fois, c'est que avec ce penalty pas sifflé sur la faute de Koundé, pour une fois le VAR a entre guillemets avantagé Bordeaux cette saison parce que c'est vrai que ça commençait à devenir lourd, là un but hors jeu validé, après le penalty voulu contre Strasbourg, etc. C'est vrai que ça commençait à devenir lourd, quoi. Mais sur ce match-là, c'est 50-50, quoi. Allez, on continue. Est-ce que vous vouliez ajouter quelque chose sur ces deux matchs-là? Oui, moi juste par rapport. Je vais dire un truc, Nico. Alors, vas-y Samuel et après Jonathan. C'est en un mot. C'est comme par hasard, c'est les deux plus beaux matchs de la saison de Bordeaux, peut-être, et on n'a pas vu Lucas Ferrer, c'est tout. Ouais, non, mais c'est vrai. T'as raison. Voilà, les observations, elles sont simples des fois, voilà, c'est tout. On l'a pas vu. Et bizarrement, c'est les deux matchs qu'on a mieux joué, avec et sans ballon. Ouais, ils doivent écouter le talk, je pense. J'espère bien. C'est pour ça. Et toi, Jonathan? Non, moi juste deux petites choses. Déjà, Chouamini sur le match contre Prague, je l'ai trouvé hyper intéressant. Youssouf a été bon aussi, mais que sur la première mi-temps. Je comprends pourquoi il joue pas assez. C'est parce que physiquement, on sent que c'est encore un peu juste pour tenir un match entier. Chouamini, par contre, j'ai trouvé impressionnant dans le coffre qu'il a. Il courait encore la 90e minute sur tout le terrain. Il se projetait, il frappait. J'ai trouvé hyper intéressant ce joueur. Je trouve qu'il y a il y a quelque chose vraiment de hyper intéressant sur ce joueur-là. Et juste le fait aussi que contre Paris, on revienne deux fois au score. Et comme on disait, ça faisait longtemps qu'on marquait pas beaucoup de buts. Et là, les mecs, ils ont pas lâché. Ils ont quand même cru à quelque chose. Et même si le deuxième but, il est un petit peu cadeau parce que le gardien se trouve. Je trouve qu'ils ont quand même eu des occasions, ils ont quand même provoqué des choses et voilà, j'ai bien aimé le comportement et on a vu la joie des joueurs aussi pendant les buts, etc. On sentait qu'avec un stade plein, etc., on sent que les joueurs, c'est pas les mêmes. Voilà.